On y va? Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce talk. Et si les tests unitaires faisaient la revue de code à votre place. Et merci à DevFest Dijon de nous accueillir. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Julien, je te laisse la parole en premier. Eh bien, moi, c'est Julien Créa, je suis tech lead C#.net à l'agence APSI de Rennes. Et moi, c'est Alexandre Ruiz. Je suis aussi tech lead C#.net à l'agence de Clermont-Ferrand. Donc, avant de commencer, petite mise en situation. Vous allez retrouver certainement des éléments de votre quotidien. Ce qui est très important, c'est que les personnes que l'on pourrait citer n'existent pas, ou presque. Équipe de développement assez classique, un archi-logiciel qui depuis est parti, parce qu'il considérait qu'il avait fait son taf et du coup il a laissé soit les tech leads, soit les lead dev se débrouiller. Un lead dev francophone, soit Julien, soit moi, et des développeurs plutôt juniors qui en plus ne sont pas basés en France, et donc du coup avec eux il faut parler anglais. Donc déjà on a un langage différent pour s'exprimer. Et ensuite, petit contexte de projet, donc comme on l'a dit, multilangue, mais du coup aussi multilangage, parce qu'on va avoir du front, on va avoir du back. Certains sont juniors, donc sortis d'études, ils ont fait du Java, du PHP, du .NET, et puis là on va faire que du .NET, donc pas toujours évident pour les juniors. Un projet où quand on a besoin d'une règle métier, si on va voir le métier, il va vous dire, ben, va voir les développeurs, ils regarderont le code. Pareil pour l'archi, c'est quoi l'archi? Regarde le code et tu nous diras l'archi ensuite. Et enfin, des merge requests quotidiennes, donc du coup il faut aller chercher les règles métiers dans le code, chercher l'architecture dans le code, s'assurer que la merge request, elle est bien valide. Et donc du coup, comment on va faire pour optimiser justement ces merge requests et la revue de code? Donc nous, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le cheminement qui actuellement nous permet de proposer un ensemble de solutions ou d'outils pour optimiser nos code reviews pour nos projets clients, internes, personnels. L'objectif qu'on va avoir, c'est dans un premier temps de gagner du temps. Parce que bon, on peut faire rapide, mais si on ne fait pas bien, c'est quand même pas pratique. Nous, ce qu'on veut, c'est livrer vite sans dégrader la qualité de notre code. Ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est fluidifier la communication. On a vu dans notre contexte que potentiellement, on a des juniors, potentiellement, on a plusieurs langues différentes. Donc, les allers-retours, les incompréhensions, ça peut être très chronophage, on peut perdre vraiment énormément de temps. Si en plus, on rajoute le fait qu'on est multisite, multilangue, on s'en sort plus. Et puis, si on rajoute le client, qui peut-être est français, et veut nearshoriser, mais sans parler anglais, bon, on se tire encore une balle dans le pied. Et déjà, le client ne parle pas notre langue de base, parce que c'est un client. Effectivement, le client ne parle pas notre langue. Ce qu'on veut vraiment, du coup, c'est se focaliser sur la valeur ajoutée. On veut vraiment se recentrer sur la substance du code qui va être produit par nos équipes, et pas sur et le moins possible sur la forme. Pour remplir nos objectifs, on peut travailler sur plusieurs axes. Premièrement, la lisibilité du code. Donc on connaît tous des outils comme Prettier ou équivalent, par exemple C#Pier qui existe côté .NET. On va avoir aussi en axe la conformité du code au standard. Là, on va avoir des linters qui vont pouvoir nous aider à nous indiquer l'état de l'art de ce qui se fait dans notre langage. Ça, c'est du classique, mais on peut également travailler sur la pérennité du code, la pérennité de notre architecture dans le temps, puisqu'une architecture, c'est posé à un instant T, et c'est rarement suivi, parce que par exemple, l'architecte, il a posé son architecture, et puis c'est bon, le projet il est sur les rails, je m'en vais. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est un projet sa vie. Donc, dans la suite, on va se concentrer sur cette partie, en fait, pérennité du code, pérennité de l'architecture de notre projet dans le temps. Nous, on s'est posé la question, comment on peut faire? Et du coup, on s'est dit, on sait faire quelque chose, on sait faire des tests unitaires. Parce qu'on en fait tous. Alors, en théorie. En théorie. Mais je sais pas vous, mais moi, quand je vois, quand on parle de tests unitaires, je pense à quelque chose comme ça. Je pense à une classe, je sais pas, là j'ai pris une classe basique, une classe result, qui sert à fluidifier les retours de mes services. Et puis, je viens tester ma méthode, par exemple failure, qui doit renvoyer un error code et un message quand il se passe quelque chose de pas bien dans mon service.
c'est le grand classique. Mais est-ce que vous avez, vous, en tête les bases de qu'est-ce qu'un test unitaire? Est-ce que toi, tu les as? Oui. Ok. Bah, moi, pas toujours. C'est pour ça que j'ai demandé à un grand gourou de me donner une définition. Alors, j'ai pas fait d'IA, hein, je suis allé sur Wikipédia. La définition me suffisait. Donc, Wikipédia nous dit qu'en programmation informatique, les tests unitaires, j'ai enlevé une partie, c'est une procédure permettant de vérifier le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel ou d'une portion de programme, appelée unité ou module. Nous, l'information importante à retenir, c'est la partie précise d'un logiciel. Parce que ce qu'on a en tête quand on fait les tests unitaires, c'est on va tester notre classe result et ses méthodes. Mais est-ce que notre partie précise d'un logiciel, ça pourrait pas être la brique common en tant que telle, vraiment dans sa globalité, ou est-ce que ça pourrait pas être en fait toute l'architecture de notre projet et les dépendances qu'on va avoir entre les couches? Partant de ce postulat, quelles conditions on va devoir remplir pour pouvoir tester cette architecture? Donc il va falloir déjà avoir un langage qui permette la réflexion pour pouvoir partir de ce qui a été construit et remonter toutes les dépendances des différentes briques. Donc par exemple le C#.NET ou Java ou équivalent. Il va nous falloir aussi une librairie qui permet d'abstraire la partie réflexion ciblée sur l'architecture, parce qu'on n'a pas envie d'avoir à recoder les classes qui nous permettent de récupérer tous les types, de les filtrer, choses comme ça. Donc nous on a fait le choix de partir sur ArcUnit.net, qui est une réimplémentation de la librairie Java ArcUnit, qui fonctionne plutôt bien. Il y en a quelques autres, mais pas toujours maintenues. Donc si jamais vous avez l'occasion en .NET, celle-ci elle est maintenue. Et bien sûr, il faut une bonne connaissance de l'architecture du projet. Dans l'idéal, ça se fait au moment où on pose l'architecture. Si c'est pas le cas, ça se fait au moment où on commence à refondre une partie de la brique, et après on le fait en incrémental. Enfin, une partie du projet, pas de brique. On va prendre un cas. Je vais vous montrer des cas simples, parce que en 20 minutes, ça va être assez compliqué de rentrer dans les détails, mais il y a des cas simples qui vous permettront après de démarrer avec ce genre de librairie et puis exprimer les tests auxquels votre architecture doit répondre. Donc mon premier postulat, c'est la brique common doit être autonome vis-à-vis des autres couches. C'est l'unité la plus atomique, on va dire, de mon application. Elle contient, par exemple, mes entités, choses comme ça. Elle ne doit pas avoir de dépendance, par exemple, à l'API. Ça, c'est pas une bonne pratique. Donc ici, on va avoir un test qui vient s'assurer que tous les types qui vont être présents dans la couche common ne doivent pas avoir de dépendance, par exemple, à la couche API. Et on vient, après avoir défini cette règle, on va venir vérifier ça par rapport à notre architecture. Donc, ok, c'est bien, on a un test, mais qu'est-ce qu'est la couche common, qu'est-ce qu'est la couche API, qu'est-ce qu'est notre architecture? Là, le test, je vous garantis, il fonctionne, je l'ai testé, mais je vous ai abstrait certaines choses. En fait, pour plus de lisibilité, j'ai factorisé un peu le code, parce que la notion de couche common, de couche API, je vais la réutiliser dans d'autres cas de test. Donc j'ai fait un architecture testbed, alors je l'ai appelé comme ça, j'aurais pu l'appeler Toto, mais je trouvais que ça sonnait bien. Cette architecture testbed, qu'est-ce qu'il contient? Il va contenir en fait un arc loader, donc ça c'est vraiment propre à la librairie. Mais en gros on va définir quelles assemblies composent notre architecture. Donc ici on voit API assembly, BLL assembly, DAL assembly et common assembly. C'est globalement les briques qu'on avait sur le schéma tout à l'heure. Donc on vient vraiment définir ce qui structure notre assembly pour pouvoir après, une fois qu'on a créé des règles, les comparer avec ce que lui aura chargé en mémoire. Et on a aussi, par exemple, dans cette classe, des notions de layer. Alors ça, on pourrait les mettre avant chaque test, mais bon, pareil, on n'a pas envie de refaire les choses 50 fois. On définit nos layers. Qu'est-ce qu'une layer? C'est l'ensemble des types qui vont résider, qui vont être en gros dans notre assembly common. Et puis on peut lui donner un petit nom sympa. Bon là, je ne suis pas allé chercher loin. J'ai pris common layer pour la common layer.
Même exemple sur la partie API. C'est exactement le même cas, on change juste de layer. Ensuite, si on regarde un peu l'architecture testbed, il hérite lui d'un base test. Alors moi j'ai fait un base test, c'était vraiment pour segmenter, pour me faciliter la navigation dans mon code. Ça pourrait être mis directement dans l'architecture testbed, mais ce qui est important, c'est que le base test, lui, il contient la manière de charger les assemblies. Ici, je passe par... je viens me baser sur des types qui ne bougent pas, ou qui ne devraient pas bouger dans mes briques. C'est pas forcément la meilleure manière de le faire. Parce que là, par exemple, si on regarde le BLL assembly, je me base sur l'interface demi-service. Demain, on n'est pas à l'abri que en fait, ce type de service-là, on n'en a plus besoin, on a fait autre chose et puis on a oublié de mettre à jour. La vraie bonne manière de le faire, il faudrait passer par les assembly names que j'ai définis en constante au-dessus. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais tester cette manière de charger pour voir si ça fonctionnait bien. Okay. Donc, si on reprend notre cas, notre postulat c'était donc que notre couche common ne doit pas avoir de dépendance avec les autres couches. Donc là, on a vu un cas de test où on vient vérifier qu'elle n'a pas de dépendance avec la couche d'API. Ok, c'est bien, mais du coup, dans notre architecture, on a 3 autres briques. Ça voudrait dire qu'on va faire 3 cas de test. C'est pas forcément smart en fait. Mais le framework nous permet de faire, le framework, la librairie ArcUnit nous permet de faire quelque chose comme ça. En gros, on vient définir nos règles et on stocke nos règles dans des variables intermédiaires et on vient après faire une assertion commune. On vient combiner les différentes règles auxquelles on doit répondre. Ça, c'est une manière d'écrire les tests. Si vraiment notre test, on n'a pas besoin de tester plusieurs conditions, on pourrait directement se passer de la variable, commencer par faire type, donner toutes les conditions et mettre le check directement à la fin. Ça, sur des cas simples, ça se fait très bien. Mais sur un cas comme ça, si on ne veut pas dupliquer les tests pour rien, il vaut mieux passer par du variable intermédiaire. Ensuite, un autre cas qui peut se produire, c'est on va vouloir mettre en place un système de service dans notre BLL. Nos services, ils ne doivent être que dans la couche BLL, sinon ce n'est pas des services, c'est du repository, c'est des contrôleurs, c'est autre chose. Ils ne doivent pas pouvoir être hérités puisque c'est la finalité métier de la classe. Donc, le nom doit juste terminer par service, histoire que ça soit clair pour tout le monde. Voilà, le nom doit terminer par service. Donc on définit ce qu'est une service class. Donc c'est une classe de service, c'est une classe qui implémente l'interface demi-service. Donc là c'est vraiment très simple, on lui donne un joli petit nom. Et ensuite, on vient faire notre test. On vient vérifier que toutes les classes qui sont des services classes, donc qui implémentent l'interface demi-service, doivent être dans la BLL. Donc là, c'est vraiment où est-ce qu'est situé le code. On pourrait faire plus précis que ça. On pourrait descendre au niveau namespace. On pourrait dire que ça doit être dans la BLL, alors selon comment on découpe notre code, si on le découpe si on fait des découpages techniques en service, repository et autres, on pourrait dire c'est dans le namespace BLL.service. Là, j'ai pas fait ce choix-là parce que je suis plutôt sur du découpage métier. Donc là, je vérifie à minima que tous mes services sont dans la BLL. Je vérifie ça par rapport à l'architecture, il me dit oui, non. Ensuite, on a dit qu'on ne voulait pas pouvoir hériter de nos services. Donc pareil, on reprend, on va dire que nos classes de services doivent être verrouillées par rapport à notre architecture. Et là, il vient vérifier que la définition de notre classe, on a les bons paramètres de portée et autres. Et après, un cas assez simple, on vient vérifier que en fait, tout simplement, le nom de la classe il termine par service. On pourrait aussi vérifier qu'il commence par quelque chose ou qu'il contient un service et autres. Moi, là, j'ai fait le choix que ça finisse par service pour garder une cohérence par rapport aux autres types de classes dans mon projet. Et ensuite, on peut se dire, est-ce que je ne peux pas étendre ça à mes entités? J'ai des entités qui reflètent ma base de données.
bah, je me dis, ok, je peux contrôler que ce qui, moi, me paraît être une entité quand je viens faire une revue de code, reste une entité. On a déjà eu le cas d'une entité qui est en fait un DTO, mais placée dans les entités. Donc quand tu cherches à débugger ton code, honnêtement, c'est compliqué. Elle est utilisée comme DTO, elle ne s'appelle pas DTO, elle est placée dans les entités. Et bien ce genre de choses peut permettre de résoudre le problème. Donc là, on vient vérifier que, les classes qui terminent par entity doivent être assignables. En gros, on doit pouvoir les caster en tant que entity. Donc le type parent. Donc en gros, il faut qu'il y ait une relation d'héritage. Et ensuite, on vient faire la condition un peu inverse. On vient vérifier que tout ce qui hérite de la classe entity termine par le mot entity. Ça peut paraître bizarre de voir comme ça, on se dit ça fait presque la même chose ou ça se contredit. Non, ça permet de couvrir tous les cas. Ça permet de couvrir tous les cas un peu exotiques. Et ensuite, on se dit, à ça, il nous manque plus que la CI. Mais il manque aussi un peu d'imagination, de réflexion pour poser les bonnes règles. Parce qu'en fait, effectivement, il nous manque la CI. Là, on a un projet de test unitaire. Maintenant, on sait le faire tourner sur notre machine. On peut le faire tourner sur nos merge requests. Ça, c'est facilement faisable. Mais pour que la partie test unitaire, test d'architecture soit vraiment utile, il faut, comme je disais précédemment, il faut quelqu'un qui connaisse l'architecture du projet et qui puisse la décrire sous ce format-là. Et on pourrait même aller plus loin. Alors, c'est une chose que je n'ai pas encore testée, mais c'est une chose que la librairie permet. On pourrait partir d'un diagramme UML, type plan UML, parce qu'ils prennent du plan UML en entrée, et lui dire, valide-moi ces assemblées-là, ce groupe d'assemblis-là, cette architecture-là, par rapport à mon diagramme. On peut faire ça. On peut aussi étendre les sélecteurs qu'on a vus précédemment, en faire des customs si on a des règles un peu spécifiques liées au projet. Ça aussi, c'est possible. Et alors, du coup, pour conclure, ce qui est important avec les tests unitaires, en fait, de base, ça s'adapte à n'importe quelle taille d'équipe. On le dit souvent, les tests unitaires sont importants dans les projets. C'est-à-dire que dès que vous êtes tout seul, vous pouvez faire des tests unitaires. Et donc là, du coup, ils s'adaptent de 1 à N développeurs. C'est vraiment facile à mettre en place lorsqu'on a une bonne connaissance du projet. Et l'avantage, c'est que tout le monde est en capacité de les exécuter. Test unitaire, c'est quelque chose qui s'intègre parfaitement dans tous les frameworks aujourd'hui. Donc ça se lancera sur votre poste et sur la CI une fois branché. Ça va garantir l'architecture logicielle. Ça, c'est certainement le point le plus important de ces tests. Aujourd'hui, beaucoup de projets grossissent, gagnent en complexité. Il y a des choix qui sont faits à un instant T. C'est important de pouvoir les justifier. Et en tout cas, que le choix, tant qu'il n'est pas remis en question, on puisse le garantir. Et ça, les tests vont nous permettre de le faire. Par contre, ça ne remplacera pas un linter, par exemple. Ce qui est important, c'est que l'architecture, c'est comment les classes communiquent et s'imbriquent les unes avec les autres. Par contre, utiliser par exemple, moi c'est notre grand duel sur le nommage des classes, enfin sur le nommage des variables, est-ce qu'on doit déclarer une variable en var ou avec son type explicite? Ça va pas le faire. C'est pas l'objectif. Voilà. Et ça va pas remplacer la review non plus. Attention, le but ici, c'est vraiment de la fluidifier, de l'accélérer et de se concentrer sur des points importants. C'est pour ça que ça la valorise. On va pouvoir s'abstraire de toute la partie héritage, par exemple, et se garantir que, par contre, le code qui a été produit pour une fonction métier, on va être en capacité de le lire et de dire, lui, il est valide ou non, et le reste, de toute façon, ça sera géré par les tests unitaires. Merci pour vos questions. Merci pour votre attention et j'espère pour vos questions aussi. Vous pouvez retrouver le code du coup sur GitHub, à la fois les slides, mais aussi les tests directement. Comme ça, vous pouvez les copier-coller, les intégrer dans votre projet. Ouais, on a un projet de test avec vraiment un demi-project avec tous les tests fonctionnels. C'est ça. Et merci d'avance aussi pour vos feedbacks. Il y a une petite question. Il y a des questions devant. Ah. Vas-y, ça tout le monde l'entend. Tu peux juste rappeler le nom du framework, s'il te plaît?
Comment? ArcUnit. ArcUnit. ArcUnit, ouais. Tu le trouveras en Java et en .NET. Dans les autres langages, je sais pas trop. Il a peut-être été réimplémenté, mais à minima Java.NET, tu l'as. Merci à tous. Bonne journée. Ah, une autre question, pardon. Ouais, merci pour votre présentation. J'ai une petite question. Est-ce que le temps que vous investissez dans la maintenance du projet de test, etc., parce que je suppose qu'il y a aussi les CI à maintenir, etc., le projet en lui-même pour les évolutions de l'architecture, est-ce que ce temps que vous investissez est vraiment gagné dans la review ou alors ça s'équivaut en gros Bah, en vrai, ça va dépendre en fait, de ton équipe et de ton projet. Mais moi, dans ma CI, j'ai déjà des projets de test. Donc j'en ai un ou deux. Ça me change rien parce qu'en fait, c'est le même framework de test de base que je viens étendre. Je viens juste abstraire la couche réflexion. Parce que comme je disais, en réalité, de se faire toutes les classes et tous les filtres. Mais ça me change rien, j'ai déjà le process qui est en place. Et après, ça va dépendre de la seniorité de ton équipe aussi. Ouais, ce que j'allais dire, moi je gagne vachement de temps lorsque j'embarque un nouveau collaborateur sur le projet. C'est là, rapidement, on oublie un héritage, etc. Il le voit tout de suite parce qu'il fait tourner les tests unitaires. Et donc il gagne lui du temps, il est beaucoup plus autonome plus rapidement. Voilà. Sur la review, on va pas gagner des heures, mais au cumulé et sur l'onboarding surtout, c'est là où je vois le plus gros gain. Et même sur les, tu vois, juste sur les erreurs d'inattention au moment du commit. Genre une référence dans un projet qui serait pas passé, et tu le vois pas, en fait ça fait une référence circulaire. Bah là, c'est impossible parce que là le test il te dit cette couche-là, elle devrait pas appeler celle-là, c'est mort. Tu l'aurais vu à la compilation, mais t'as pas toujours de build en amont de ta, enfin après ta MR. Donc